je suis président du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. Enchanté. Donc, vous avez entendu parler de la voie de contournement comme tout le monde. Là. C'est un incontournable. Pratiquement un an. Le tracé a été annoncé il y a 1 an et demi. Si vous êtes élu, comment comptez-vous vous assurer que les producteurs forestiers et agricoles qui seront touchés par le tracé de la voie de contournement ne soient pas des victimes supplémentaires de la tragédie de lac Mégantic? Bon, c'est ça. Tout d'abord, on va être clair, là. Ce qui est arrivé avec Mégantic, c'est sûr que c'est une tragédie. Puis, on va travailler, c'est certain, pour pouvoir faire en sorte que les gens soient gagnants-gagnants. On veut pas que... c'est sûr qu'on va trouver des solutions pour que tout le monde là, soit satisfait. Je suis fière que le gouvernement ait fait preuve d'ouverture par le biais là, des consultations avec les gens sur le terrain. La voie de contournement, c'est sûr que pour moi, c'est une priorité. Je veux que les gens... Excusez. Je veux que les gens soient en sécurité à la Mégantic. Je veux que les gens puissent avoir une voie de contournement, puis qu'on soit pas lésés, puis que les gens ne se sentent pas lésés par le nouveau tracé. Je veux qu'on soit en sécurité à la Mégantic, puis ça, c'est primordial. Puis je veux qu'on fasse les choses de façon à ce que tout le monde se sente, comment je vais dire, bien et avec la décision, bien avec le nouveau tracé, puis que tout le monde soit content. Puis si je suis élue, c'est sûr que je vais être un allié afin de vous écouter puis trouver des solutions pour que tout le monde soit gagnant là-dedans. Est-ce que j'ai une additionnelle, parce que ça n'a pas été long? Oui. Moi, je fais partie du comité qui négocie pour les 33 producteurs agricoles et forestiers pour l'acquisition des terres et les justes indemnités. Oui. Et le problème qu'on vit actuellement, c'est que ça fait 1 an et demi que le tracé a été annoncé. Oui. Et qu'il n'y a à peu près rien de fait. Les discussions avec... Premièrement, il y a Service Approvisionnement Canada dans le dossier, oui, qui est censé négocier l'acquisition des terres. Il y a Transport Canada qui est censé s'occuper des indemnités supplémentaires. Mm-hmm. Et on sait que c'est la compagnie ferroviaire qui va construire la voie. Et on sait que le ministère du Transport du Québec est impliqué aussi. C'est un méchant dédale. Oui. Et là, il y a des gens qui sont touchés. Là. Nous, c'est 33. Au total, je pense que c'est une 40aine. Ces gens-là n'ont pas envie d'attendre 4-5 ans avant de savoir à quoi s'en tenir. Okay. Il faudrait que ça bouge. Et actuellement, on se donne un échéancier, il est toujours défoncé d'à peu près 7-8 mois. Et là, il faudrait que ça bouge un peu plus que ça. Et c'est peut-être l'intervention politique que ça va prendre pour que ça développe. De ce que je comprends, c'est que vous vous attendez que en tant que député, que je fasse en sorte de faire une consultation avec tous ces gens-là pour faire avancer le dossier. Ou non, une intervention auprès du ministre des Transports qui, ultimement, est le responsable, oui, pour que ça bouge. Ou qui donne des ordres à ses commettants. Parce qu'actuellement, écoutez, en dépit de... Moi, j'observe qu'il y a une bonne volonté autour de la table, mais on se donne des échéanciers, puis ça n'arrive pas. Comme là, les évaluations devraient être faites, oui, l'arpentage devrait être fait, oui, il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Il devrait y avoir même des premières offres de fait aux propriétaires. On attend l'arpentage et l'évaluation, mais donc c'est toujours comme ça. On a remis 2 rencontres de négociation parce que le temps n'est pas arrivé. Bien, c'est sûr qu'avec un parti libéral au pouvoir, avec un député libéral, on va avoir peut-être une meilleure marge de manœuvre. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, déjà là, je pense qu'en tant que député, je connais mon Mégantic. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien ensemble, en travaillant ensemble, en travaillant en équipe. Moi, c'est sûr que présentement, je ne suis pas députée. Je suis comme le commun des mortels. Je sais qu'on a un nouveau tracé. Je sais qu'il va falloir voir à parler au ministère des Transports, qu'il va falloir faire en sorte aussi de parler avec les gens. Il faut les indemniser, il faut les exproprier. Il faut faire en sorte que les gens soient satisfaits des ententes. Moi, c'est sûr qu'en tant que personne, je vais travailler sur ce dossier-là. Je vais prendre le dossier de là où on est rendu. Puis c'est sûr que mon objectif, ça va être de le rendre à bon port pour qu'on puisse avoir bientôt une voie de contournement qui est fonctionnelle puis que les gens soient satisfaits de notre travail. Ça, c'est ce que j'aimerais. Je vais travailler corps et âme pour ça, c'est certain. Moi, je veux ça pour Mégantic, je veux ça pour nos personnes. Je veux que les gens soient en sécurité puis qu'ils soient satisfaits. Merci. Merci. Bien, merci. On va passer à la deuxième question. Serge, vous nous dire la deuxième question?
Comment votre parti entend-il compenser les producteurs agricoles et forestiers pour les biens et services environnementaux fournis au bénéfice de toute la population dans le contexte où les produits importés concurrents, souvent moins chers, ne respectent pas les mêmes normes? C'est toute l'histoire de la réciprocité des normes, un peu par rapport à tout ça, les importations des produits. J'aimerais que tu nous parlerais de ta vision de l'agriculture. Comment tu nous vois comme secteur dans l'économie canadienne? OK. Donc, tout d'abord, les normes des produits agricoles entre les pays, notre gouvernement a annoncé 1,76 milliard en compensation agricole avant de débuter les élections. Bon. Il y a 375... Ça, c'est le lait, ça? Hein? Ouais, C'est les producteurs de lait. C'est le producteur de lait. c'est pour nous avoir vendu, ça. Bon, puis il y a 375 millions qui seront versés en début novembre en lien avec les quotas au 31 août 2019. On doit faire en sorte... Je continue. Oui. Est-ce qu'on a une bonne discussion? Pardon? On aurait une bonne discussion. Donc, on doit faire en sorte que les normes des produits qui entrent soient plus strictes. Le travail a déjà été débuté, puis on va continuer de le faire. Ensuite, c'est sûr, je sais là, que les agriculteurs, moi, tu sais, comme M. Clich, je peux en témoigner, je viens de Courcelles. Tu sais, moi, je habitais dans le 8 sur, dans un rang. Je sais à quel point les travailleurs de l'agriculture travaillent fort. Moi, dans ma vie, là, je voyais pas des chars passer en avant de chez nous, je voyais des tracteurs. Je fais ça depuis toujours. Mon propre père est un agriculteur. Je sais à quel point c'est difficile, puis je reconnais tout le travail que les agriculteurs font. Ça, c'est sûr et certain que peu importe ce qui va se passer, moi, je suis pour que nos agriculteurs soient compensés correctement pour tous les efforts qu'ils font. Hein? Bon. Ensuite, on doit changer nos pratiques, être les leaders mondiaux et faire en sorte que nos producteurs soient rentables. Ça aussi, c'est un but pour le Parti libéral. On veut que ce soit rentable. Puis, nous allons augmenter la capacité de prêt en capital de développement agricole et alimentaire au Canada de 5 milliards de dollars par année, en plus de l'aide actuelle octroyée par le financement agricole. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est... Est-ce qu'on peut renchérir là-dessus? Allez-y. Tu sais, comme là, dans le fond, les libéraux étaient au pouvoir. Oui. Fait que, tu sais, on l'a vu dans le 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé, là. Fait que là, veux pas, vous êtes pour le Parti libéral. Là, je comprends que dans Mégantic-l'Érable, c'était les conservateurs qui étaient là, mais ça reste que ce qui s'est passé, qu'on n'a pas aimé pour notre volet agricole, c'était un règne libéral quand même qui était là. Fait que, tu sais, vous, en étant élu, disons, oui. Est-ce que vous allez parler pour vous, pour nous, ou suivre le mouvement libéral carrément? Est-ce qu'il passe... Bien, moi, je pense qu'on a besoin de nos producteurs agricoles. Tu sais, c'est vous qui nous nourrissez, c'est nous qui... Tu sais, vous travaillez fort pour nourrir la population. C'est sûr que on veut vous garder, on veut vous avoir sur notre bord. Moi, je veux travailler pour les gens. Mais regardez que l'érable, c'est plein de producteurs agricoles. C'est certain que moi, je veux être votre voix. Je vais être là sur le terrain, puis je veux que vous veniez me voir. Je veux que vous me parliez de vos insatisfactions. Parce que moi, l'objectif, c'est de rendre les gens heureux. Je veux que nos producteurs soient fiers de produire. Je veux que nos producteurs soient bien dans leur métier, puis qu'ils puissent continuer à prospérer. Là. On est propriétaire, dans le comté ici, de 97% du territoire des forestiers et des agricoles. Le reste, là, c'est les maisons, c'est les villes, c'est les rivières, les lacs, mais 97% du territoire, c'est nous autres qui l'occupons. Donc, on est responsable, nous, de la qualité de l'air, probablement, un peu de la qualité de l'eau, de la biodiversité, de la qualité des paysages. On est responsable à peu près de tout ce qui touche l'environnement. Et à chaque fois qu'on veut améliorer la qualité de l'environnement, on nous plante une réglementation des mains. Ouais. Moi, je connais la politique, là, la carotte et le bâton. Oui. Nous, on a toujours le bâton. On a hâte d'avoir la carotte. Est-ce que c'est possible un jour qu'on se donne une politique de rétribution des biens et services environnementaux? Chaque fois qu'on fait quelque chose de bon, qu'on améliore le bilan carbone, par exemple, oui. Qu'on améliore la qualité, des habitats de la faune, qu'on soit rétribué pour ça, qu'on soit récompensé pour ça. Parce que là, on nous plante une réglementation, puis si tu ne plies pas à la réglementation, tu as une amende. Québec, c'est pareil, les provinces, c'est pareil. Okay.
Donc, à quand parce qu'il y a des pays au monde qui le font. Même les Américains, dans l'État de New York, dans certains États, la ville de New York s'approvisionne en eau des Catskills, des monts Catskills, dans le nord de l'État. Là. Les producteurs sont rétribués pour modifier leurs pratiques environnementales. La ville de New York n'est pas obligée de traiter son eau, tellement l'eau est propre. Mais ils sont payés pour. C'est plus payant de faire ça que de faire de l'agriculture. Les Danois, en début d'année, ils ont un chèque pour protéger la qualité des paysages. Bon, on n'est pas un pays pauvre. Là. Quand est-ce qu'on va arrêter de nous réglementer puis qu'on va nous récompenser? Bien, c'est sûr que c'est le genre de choses que moi, en tant que député, j'aimerais... Ça, là, moi, là, me faire alimenter de cette façon-là, c'est ça que je souhaiterais. Parce que, en sachant, il y a des... Tu sais, moi, je suis très humble comme fille. Je connais des choses, je ne connais pas tout. Moi, sur le terrain, c'est des gens comme vous que j'ai besoin d'avoir pour m'alimenter puis amener de l'eau au moulin pour pouvoir vous représenter à Ottawa. C'est ça que je veux. Je veux qu'on sache, je veux qu'on m'informe, puis à la suite de ça, moi, mon rôle, c'est de, suite aux informations qu'on m'a données, ben, je vais travailler pour essayer de faire en sorte de vous donner votre dû. Mais pour ça, il faut que tout le monde travaille ensemble. Moi, je suis une fille d'équipe. Moi, je suis une infirmière auxiliaire dans la vie. Je suis habituée de me revirer sur un dizaine, puis je travaille en équipe. Je vais faire un parallèle. J'ai des gens qui travaillent avec moi, mais je peux pas avoir les yeux partout. Hein? Vous savez, j'ai plusieurs patients. Bien, je peux pas, en tant que député, avoir les yeux partout. Donc, vous êtes mes yeux. Vous êtes mes oreilles. Si vous savez des choses que moi, je sais pas, je compte sur vous autres pour me le dire. Comprenez? On t'a parlé un petit peu. Ah, OK. Donc, c'est sûr que je peux pas vous faire une promesse. Je suis pas magicienne. Mais en sachant des choses comme ça, puis en ayant de la documentation comme ça, c'est comme ça que je peux faire des changements. C'est comme ça que je vais pouvoir voir ce que je peux faire pour vous autres. Puis sachez que si je peux le faire, je veux le faire. Juste pour poser une question. Oui, Dans les 4 ou 5 dernières années, Oui. on s'est signé des ententes avec l'Europe, avec les États-Unis. Et l'agriculture a toujours servi de monnaie d'échange. Est-ce que vous nous promettez que parce que là, vous êtes en négociation avec les pays du Mercosur, le Brésil, etc. Est-ce que vous nous promettez que c'est la dernière fois qu'on sert d'agriculture comme dans l'agriculture? Hey, c'est une bonne question. Est-ce que vous me promettez? C'est sûr que je suis pour ça, là. Je sais pour ça, puis j'aime... C'est le temps, là. C'est sûr que je peux pas dire que... Je peux pas promettre ça. Je peux pas promettre des choses. Parce que, comme je disais tantôt, l'équipe libérale, c'est une équipe. Je suis pas toute seule. Je peux pas décider toute seule, ce genre de choses-là. Mais je vois les insatisfactions, puis ça, je peux dire, hey, moi, chez nous, là, ça, ils sont tannés, là. Ça, je peux le dire. Ça, je peux le dire. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt. C'est en ayant des questions comme ça, en me donnant de l'eau au moulin, en m'alimentant, en me donnant des problématiques qu'on trouve c'est en se parlant qu'on se comprend, comme ma mère disait, mais c'est comme ça que je vois les choses aussi. En tant que députée, c'est en se parlant qu'on se comprend. Si vous m'amenez toutes vos problématiques, ben moi, c'est en sachant ça, c'est là que je peux travailler dessus, puis faire en sorte de pouvoir satisfaire tout le monde en essayant de trouver une façon de trouver la réponse et de vous donner meilleur service, meilleure satisfaction. C'est comme ça que je vois les choses. Ce genre d'entente-là qui a été négocié, oui. On a estimé, juste en production laitière, c'est une perte de près de 10 milliards. Vous avez, comme gouvernement, vous êtes engagé à compenser à hauteur de 4 milliards. Puis là, vous nous parlez d'1,5 milliard. Puis on parle de 350 millions là, pour début novembre. C'est carrément ridicule. C'est des pertes énormes. Puis c'est pas juste au niveau des producteurs. Là. Les producteurs agricoles, les producteurs forestiers, peu importe ceux qui œuvrent là, dans le secteur, dans les régions, c'est de l'argent que vous venez chercher dans les régions, puis que vous amenez, que vous envoyez ailleurs. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Là. Ces pertes-là, c'est le contribuable moyen, c'est pas juste les producteurs. Là. C'est l'ensemble des régions qui perdent ça. Là. Oui. Pourquoi?
pour enrichir quelques personnes. Ça, il va falloir qu'à quelque part, vous vous rendiez compte que ça n'a pas de bon sens. Bon, merci beaucoup, ben, Mme Grégoire. ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Vous autres, Ben, vous autres aussi, hein? Oui. C'est correct. Parce que si tu le résumes vite, là, en production laitière, là, lorsqu'on allait manifester, soit à Cowansville et tout ça, là, si on le résume bien vite, là, on a une perte de revenus claire là, d'environ 1000 pièces par kilo par producteur. Donc, un producteur, comme on le disait aux nouvelles, là, lorsque vous avez le programme, là, un producteur de 80 kilos, c'est 80 000 pièces. L'aide que vous nous donnez, là, le Parti libéral va nous envoyer. Oui, je sais qu'il y a eu une annonce. C'est 28 000 que ça va donner. Fait que la différence entre le 28 et le 80, là, Ouais, c'est dans nos poches directes. Là. C'est ça. Là. C'est beau, les likes qui s'en vient. Là. Mais vous l'avez comptabilisé sur 17 ans, vous l'avez ramené à 8 ans. Là. Mais c'est ça. C'est la coop qui va attendre les factures, puis tout le monde. Ben oui. Mais c'est ça, sachez que moi, c'est ça que je veux sortir. Moi, là, je vais essayer de faire de mon gros possible pour faire plaisir et satisfaire nos producteurs parce que vous êtes très importants pour nous, puis vous nous nourrissez dans tous les sens du terme. Fait que là, je me fais mettre dehors. Je suis désolée. Je me fais mettre dehors. Merci. Merci. Bonne continuité. Ben, merci. Bonjour, M. Bertol. Bonjour. Bienvenue à la table de l'agriculture et foresterie. Les questions que nous vous poserons porteront sur le thème suivant, la voie de contournement, la rétribution des services écologiques. Je vous rappelle que nous avons au total 15 minutes. Commençons par la première question. Vous demandez à André de vous poser la première question. Oui, bien, on se connaît un peu. Moi, je suis André Roy, président du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. Donc, si vous êtes élu, comment comptez-vous vous assurer que les producteurs forestiers agricoles qui seront touchés par le tracé de la voie de contournement ne soient pas des victimes supplémentaires de la tragédie de Lac-Mégantic? Parce que ça s'annonce un peu comme ça. Ben, bonjour, M. Roy. Premièrement, merci beaucoup d'être là. C'est toujours un plaisir pour moi. Puis j'ai la chance d'être le porte-parole en agriculture, en agroalimentaire depuis 2 ans pour le Parti conservateur. Ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur l'agriculture, sur la foresterie, puis sur les enjeux qui nous touchent. D'ailleurs, en tout cas, je n'ai pas eu l'occasion d'aller visiter toutes vos fermes. J'ai eu l'occasion d'en visiter quelques-unes. Puis je peux vous dire qu'on a un secteur dynamique, mais qui a besoin d'un support. Vous l'avez dit, M. Roy, le mot, des victimes supplémentaires de la tragédie de Lac-Mégantic. Il y a une seule façon de voir le dossier de la voie de contournement actuellement, c'est encore le dossier de la tragédie de Lac-Mégantic. On ne peut pas considérer la voie de contournement comme un dossier normal, comme un prolongement d'autoroute qui va passer sur des terres agricoles. C'est pas logique. Parce que, il y a des gens qui ont été affectés par la tragédie, qui sont propriétaires ou voisins de l'endroit où la voie de contournement va passer. Les gens d'ici ont tous, d'une manière ou de l'autre, vécu la tragédie à un degré près ou très loin. Donc, de dire que maintenant que ça fait longtemps, que ça fait des années que la tragédie est passée, ce serait une excuse suffisante pour dire, c'est correct, c'est un dossier comme les autres qu'on va traiter Transport Canada comme n'importe quel dossier d'expropriation. Je vais m'opposer à ça. Mon parti n'est pas d'accord avec ça non plus. Ce qu'on veut faire, c'est de faire en sorte de maintenir le caractère exceptionnel qui a prévalu pas longtemps après la tragédie, quand on a commencé les premières compensations pour les commerçants. Il a fallu qu'on y aille différemment, qu'on aborde le dossier d'une manière vraiment exceptionnelle, en considérant le côté humain, les côtés émotifs de la tragédie. Donc, il y a eu des compensations qui ont été versées pour les gens qui ne correspondaient pas aux normes normales des compensations pour un gouvernement. Et je pense que la seule façon d'aborder le dossier de la voie de contournement, à la fois pour les propriétaires agricoles, de forêt ou même les résidents, c'est de faire en sorte de se souvenir qu'on est encore dans le processus de règlement de la tragédie de 2013. Donc, ça veut dire quoi en chiffres? Je ne le sais pas parce que je ne participe pas. On a eu l'occasion d'en discuter. Je ne participe pas aux échanges qui sont, mais est-ce que c'est des montants forfaitaires en fonction de la distance? Est-ce que c'est des montants forfaitaires en raison de la superficie?
Est-ce que... Je le sais pas. Et on va le faire ensemble. On a la chance d'avoir très, très bientôt un rapport du BAP qui va nous donner un œil externe sur l'ensemble du dossier. C'est la première fois qu'on aura cette occasion-là, d'avoir quelqu'un complètement de l'externe qui va nous parler de la voie de contournement, de ses impacts sur l'environnement et sur l'acceptabilité sociale. Mais je pense qu'il va falloir commencer à bâtir le dossier des compensations à partir de là. Il y a une décision qui a été prise par le ministère des Transports, là, c'est de concentrer le triage dans le parc industriel. À partir du moment où cette décision-là est prise, pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas le tracé maintenant qui part du parc industriel, parce qu'il y a une voie ferrée, là, il y en a une, là, et qui irait chercher le tracé actuel? Ça éviterait le centre-ville. Il y a plus de, tu sais, la cause de la tragédie, là, c'était le triage à Nantes. Pas compliqué, là. Si un train fou, là, il ne partira pas du parc industriel. Donc, on sauverait, en tout cas sur le plan environnemental et sur le plan technique, là, parce que là, ça prend un pont sur la chaudière, ça prend une tranchée jusqu'à 30 mètres dans la butte qui traverse la chaudière, mais qui est de l'autre côté de la chaudière. Probablement que sur le plan environnemental, il y a des problèmes d'eau là, qui vont se poser. Si on empruntait le tracé qui va au parc industriel puis qui s'en va vers les États-Unis maintenant, on sauverait tout ça. Ouais. Et il semble que ça ne soit pas sur l'écran radar, là, mais en tout cas, moi je pense qu'il faudrait réfléchir à ça. Mais je pense que votre idée est aussi bonne que celle des gens qui avaient déjà fait le premier tracé. Je ne suis pas un ingénieur. Malheureusement, je ne suis pas placé. Puis mon rôle de député, c'est pas de décider est-ce que la voie passe à gauche ou à droite. C'est d'écouter les revendications des gens, comme vous venez de le faire. La voie, elle est là. Oui, mais c'est justement, c'est d'écouter ce genre de commentaires-là, puis de m'assurer que ces commentaires-là sont pris en considération par Transport Canada. Ça, c'est le rôle du député. Moi, je ne le sais pas, honnêtement. Je comprends qu'à première vue, on voit qu'il y a beaucoup d'impact. Je ne sais pas pourquoi les ingénieurs en sont arrivés à cette recommandation-là. Je suis obligé de faire comme la majorité des citoyens. La décision de déménager le triage a été prise plus tard. Tout à fait. Vient d'être prise. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je pense, qui est la chose logique à faire en ce moment, c'est encore une fois d'attendre le rapport du BAP. On va voir c'est quoi. Comme j'ai dit, là, on va avoir pour la première fois quelqu'un de l'extérieur qui va nous dire, écoute, c'est correct, c'est pas correct, voici ce que vous auriez dû faire. On va attendre de voir. Je sais même pas si le rapport du BAP, dans quelle direction il va aller, mais au moins, on va avoir quelque chose qui va nous aider. Après ça, c'est sûr que moi, je m'engage à rencontrer tous les gens, les syndicats de producteurs agricoles, les syndicats de foresterie, pour voir c'est quoi leur opinion par rapport à ça. Puis le rôle du député, comme j'ai mentionné, c'est d'amener ces revendications-là, ces problèmes-là à Transport Canada, puis être sûr qu'il y a quelqu'un qui les a entendus. La décision finale ne reviendra jamais au député. Parce qu'on c'est pas le rôle du député, parce qu'il y aurait beaucoup de bonnes décisions qui se prendraient. Mais en même temps, ça mettrait beaucoup de pression sur les épaules d'un député. Mais ce que je peux faire, ça, je l'avais déjà avant même qu'on en parle ce soir, j'avais déjà l'intention de faire en sorte de faire une lutte acharnée pour que les compensations soient pas des compensations dites normales comme un cas de prolongation d'autoroute. C'est pas normal qu'on traite ce dossier-là différent comme un dossier normal. C'est pas un dossier normal. Ça, c'est mon rôle de le dire et de le répéter. C'est l'intention que j'ai. Mais pour le reste, pour ce qui est du tracé, pour tout ça, attendons le BAP. Puis par la suite, je vais faire comme je fais depuis le début. Je prends les choses ici, je les amène là-bas. Puis quand ça a du sens, on pousse. Puis quand la population est avec le député pour pousser, bien, ça va toujours mieux. Merci. Bien, merci. On va passer à la deuxième question. Oui. J'inviterai Serge à poser la deuxième question. Premièrement, je suis Serge Pointe, président du syndicat de l'UPA Frontenac. Premièrement, félicitations pour l'excellent travail que vous faites, autant en tant que critique en matière d'agriculture que comme député. Ma question est comment votre parti entend-il compenser les producteurs agricoles et forestiers pour les biens et services environnementaux fournis au bénéfice de toute la population dans un contexte où les produits importés concurrents, souvent moins chers, ne respectent pas les mêmes normes? Toute la dimension de la réciprocité des normes, là, puis tout ça, là, qu'on... Oui. Il y a deux questions dans ça, parce qu'il y a deux enjeux. Partout en ce moment, on entend un discours à l'effet que la pollution est causée par les producteurs agricoles.
Partout, là. On entend ça partout, là. La pollution, la grande pollution, les producteurs agricoles, l'élevage produit de la pollution, puis les pesticides. C'est comme si tout le monde, en ce moment, attaquait les producteurs agricoles, comme si la réponse était « on va mettre fin à l'agriculture, puis on va arrêter la pollution ». Ben, si on met fin à l'agriculture, c'est pas juste la pollution qu'on arrête, c'est l'humanité au complet. Donc, il faut commencer par comprendre ça. Ça, c'est la première chose. Ce que je trouve déplorable, c'est que l'ensemble de ces normes-là, que met en place Santé Canada, les différents ministères, parce qu'en agriculture, là, ça fait 2 ans que je suis là-dedans, mais je peux vous dire une chose, j'en ai encore pour 10 ans à apprendre. Parce qu'il y a le municipal qui est mêlé là-dedans, le provincial, le fédéral, il y a des agences provinciales, il y a des agences fédérales. Bref, c'est un vrai casse-tête encore aujourd'hui. J'en connais un peu plus que d'autres, mais j'en ai encore beaucoup à apprendre. Donc là, le problème, c'est qu'exemple, si on parle des pesticides, ben, ceux qui prennent des décisions sur les normes puis qui trouvent que effectivement les producteurs respectent les normes, ben c'est à eux à défendre quand il y a des attaques qui viennent de l'extérieur, de dire non, ces produits-là sont corrects, ils répondent aux normes. Parce que si un producteur se défend lui-même, les gens vont dire qu'il y a un parti pris. Tandis que ceux qui font les normes, ils prennent jamais le micro pour aller se défendre, pour aller défendre leurs normes. Puis ça c'est pas acceptable. Fait que ça, c'est le côté environnemental. Puis c'est pareil comme dire, quand vous parlez de compenser les producteurs agricoles pour les biens et services environnementaux fournis au bénéfice des autres, ben c'est pareil comme si les producteurs agricoles avaient fait aucun geste pro-environnement au cours des dernières années. C'est incroyable. C'est incroyable tous les changements qu'il y a eu dans l'agriculture pour justement prendre moins de gaz, ça coûte moins cher. Donc, vous en avez fait des gestes. L'agriculture différente. On a de plus en plus d'agriculture biologique. Il y a des gens qui investissent des sommes importantes. Donc, ça, il faut reconnaître le travail déjà fait par les agriculteurs par rapport à la lutte aux effets de serre. Puis ça a une valeur. Autrement dit, il ne faut pas vous en demander plus parce que vous avez déjà fait beaucoup. Ça, c'est mon opinion. Deuxième affaire, c'était les normes, la réciprocité des normes. Ça, c'est une des choses qui me révolte un petit peu quand je vois que des canards, je vais parler d'une entreprise de canards qui viennent de l'extérieur, peuvent arriver ici avec des morceaux de poumon, puis que l'agence va dire 2 semaines après que c'est correct, qu'ils peuvent être mis sur le marché. Si on fait ça dans une usine ici, honnêtement, l'usine va fermer pendant 1 mois. Ça, c'est inacceptable. Ça veut dire qu'il faut être plus sévère. Il faut se tenir debout par rapport à ces gens-là qui nous envoient des choses. J'ai essayé, en comité parlementaire, d'avoir une étude, faire venir les agences d'inspection d'aliments un peu partout. Évidemment, ils n'ont pas voulu, sauf l'Union européenne, qui, eux autres, sont venus témoigner parce que leurs normes sont plus sévères que les nôtres. C'est les seuls qui ont accepté. Les autres n'ont pas voulu parce qu'ils ne voulaient pas nuire à leur propre marché. Mais c'est au gouvernement du Canada de se tenir debout puis d'exiger dans les ententes commerciales que la réciprocité des normes soit une condition sine qua non si on veut que les produits entrent ici. Point barre. C'est ça qui devrait être la règle. C'est ça. On sait qu'il y a un abattoir et tout qui est démarré là, à Racine. Là. On dit que le fédéral, il n'y a pas d'inspecteur pour la viande. Il n'y a pas de vétérinaire pour ça. Qui sont capables de venir inspecter l'usine. Ouais, c'est ça. Pourquoi, là, à un moment donné, c'est que les normes, ils veulent les respecter, puis là, le gars, il investit beaucoup là-dedans. Là, il faut qu'il paye ses hommes. Là. Et c'est 5 jours semaine, puis il y a les 2 jours par semaine qu'il y a l'inspecteur. Bien, ça, je vais essayer d'aller le rencontrer. J'aimerais ça qu'ils me mettent au courant de la situation, parce que c'est un cas qui est vraiment particulier. Puis parce qu'on est en région, c'est encore plus compliqué. On va se dire les vraies affaires, mais on a le droit de faire des affaires chez nous aussi. C'est pas dans ton territoire, mais en tout cas, c'est pour dire... C'est pas grave. Comme porte-parole en agriculture, j'ai tout le territoire du Canada. Fait que ça m'intéresse beaucoup d'aller rencontrer. Cette personne. On sait qu'on n'a plus d'abattoir au Québec, on n'en a plus. Puis l'autre affaire qui est ridicule, là, c'est que c'est dépendant, si tu vends au Québec, tu es inspecté par le provincial, mais si tu vends dans l'autre province à côté, tu es inspecté par le fédéral. Puis comme par malheur, si un de tes produits est inspecté au Québec, se retrouve dans une autre province à être vendu, ça te donne des amendes incroyables. J'ai eu un cas comme ça en Colombie-Britannique d'un produit qui s'était retrouvé à cause du distributeur chez, je pense, au Manitoba ou en Alberta. Puis ça a été... vous devriez voir l'amende qu'il y a eu là, puis le producteur, le transformateur, là, celui qui l'a fait, là, avait rien à voir là-dedans. C'est juste un distributeur qui a décidé, tiens, je vais envoyer une boîte là-bas. Je vais vous donner un exemple concret. Là. Un producteur du Québec qui fait affaire avec une abattoir provinciale peut même pas faire transformer un produit qui est passé dans l'abattoir provincial sous inspecteur provincial,
puis être transformé dans une usine à Laval, parce que Laval marche sous juridiction fédérale, sauf que Laval, c'est toujours bien au Québec. Fait qu'on peut même pas faire transformer notre viande produite au Québec, abattue au Québec, selon les normes. On peut même pas faire transformer au Québec pour la revendre. Puis c'est pas pour la revendre ailleurs, moi je veux la revendre au Québec. Je peux pas. Non, c'est ce que quand je dis que c'est ridicule, là, c'est exactement ça qui est ridicule. Puis c'est pour ça que aujourd'hui, notre parti, là, je suis fier de le dire, là, on a annoncé qu'on voulait justement mettre fin à toutes ces barrières interprovinciales-là pour nous permettre justement, on négocie des ententes de libre-échange avec tous les pays dans le monde, puis on n'est pas capable de vendre à nos voisins dans notre propre pays. Allez, ça un petit peu. Tout à fait. Rendre ça plus facile. Puis, Allez, ça un peu parce que ça vient trop lourd, ça, à supporter. Là. La paperasse, c'est épouvantable. parce que quand ils disent les bienfaits environnementaux, là, quelqu'un qui veut être biologique, ça lui coûte de l'argent pour polluer moins. Oui. Fait que là, on est carrément à l'envers. Y a-tu quelque chose en vue pour ça? Bien, c'est comme j'ai dit, effectivement, nous, ce qu'on veut faire, c'est travailler beaucoup, notamment le financement de la norme. Premièrement, on va financer, parce que c'est pas normal que ce soit les producteurs qui aient financé la norme biologique au Canada. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, c'est un coût qu'on va enlever sur le coût des producteurs biologiques. Puis pour l'autre, ben moi, je me dis, il y a un marché de plus en plus grandissant pour les produits biologiques. Donc, effectivement, les enveloppes qui sont traditionnellement dévolues aux autres secteurs de l'agriculture, il va falloir qu'il y en ait une part qui s'en aille à l'agriculture biologique pour supporter ce nouveau marché-là. Les clients veulent, il faut aider les producteurs à le faire. Ne serait-ce au moins que ce soit d'égal à égal puis que ça coûte rien, tu sais. Bien, c'est un choix parce que c'est vendu plus cher. Donc, il y a un choix à quelque part aussi. Il y a un choix commercial. Il y a un choix logique. C'est vendu plus cher tant qu'il y a plus de demandes que d'offres. Oui, bien... Parce que le jour où ça va s'égaler, ça va devenir... On en parlerait longtemps, mais on est obligé d'arrêter. Je suis désolé. Bon, on se fera une table comme ça, puis on parlera des vraies affaires. Merci. Ça va? Oui, bien bonjour, Mme Corbeil. Ça va bien? Enchantée. Oui. Bienvenue à la table d'agriculture et de foresterie. Tu peux juste me dire brièvement, vous êtes dans quel domaine chacun? Parce que ça marqué un peu sur vos... OK. Acéricole et foresterie. OK. Dans l'élevage de bovins, mais il y a la sériculture aussi. D'accord. Foresterie. Acéricole. Acéricole et pommes de terre. OK. Moi, je suis rien qu'un forestier. Production laitière pour moi. Production de bœuf. Mais puis toi, je dis toi, mais vous, quoi? Québec, ouais, Québec comme étudiant, mais vous demeurez où? Tu demeures, ouais, c'est où tu demeures? Dans le fond, l'historique, c'est que ma famille, elle vient de la Beauce. Ah. Elle a immigré dans le Maine pendant un bout de temps pour le travail. Après ça, elle est descendue à Lévis. Puis, elle s'est établie à Lévis. Je suis née à Lévis. Mais j'ai été pratiquer mon accent tantôt à Saint-Georges. Je l'ai pas perdu. Ça se perd pas, ça revient dans 2 secondes. C'est quasiment... Après ça, c'est de s'en défaire. C'est bon. C'est ça. Puis après ça, je suis déménagée à Québec. Dans le fond, c'est comme ma mère a eu le cancer du sein, puis elle devait avoir des traitements. Puis également pour les études. C'est comme, je voulais être avec elle à chacun de ces traitements. Donc, c'est ce qui m'a amenée à résider à Québec, proximité de l'hôpital Saint-Sacrement. Donc, après ça, j'ai rencontré mon conjoint. Donc, on demeure On est rendu à 2 minutes et demie. Voilà. Oui. Donc, les questions que nous vous porterons sur les thèmes suivants, sur la voie de contournement et la rétribution des services écologiques. On a 15 minutes, on va y aller tout de suite. Je demanderai à M. André Roy de vous poser la première question. Oui, en tout cas, vous êtes au courant qu'il y a la tragédie qui a eu lieu le 6 juillet 2013. Vous savez qu'il y a eu, on a annoncé aussi la voie de contournement, le tracé de la voie de contournement en mai 2018. Et je vais poser la question, là. Si vous êtes élu, comment comptez-vous vous assurer que les producteurs forestiers et agricoles qui sont touchés par le tracé de la voie de contournement ne soient pas des victimes supplémentaires de la tragédie? Parce qu'actuellement, on est en négociation depuis plus d'1 an pour les producteurs agricoles et forestiers touchés par le tracé, et ça va très, très, très lentement. Et ces gens-là ont hâte que ce soit réglé, puis comme on est parti là, probablement que dans 3-4 ans, ça ne sera pas réglé. Donc, il serait question d'intervenir auprès du ministre pour que ça bouge plus vite que ça.
Parce que là, il y a Services et Approvisionnement Canada qui est dans le coup, Transport Canada, Ministère des Transports du Québec, et le responsable de la construction, c'est la compagnie de chemin de fer. Donc, on est là-dedans. Non, ministre Garneau, il est pas vite. Non. Non. Euh, Non, je sortais ça de allait plus vite la... en orbite à l'époque. Non, c'est que je sors de la table des jeunes où j'ai échangé un peu sur la tragédie avec eux. Puis, c'est juste revenir sur ce qui s'est passé. Il y a eu un autre accident en février, puis ça a pris un autre accident avec d'autres morts pour qu'ils fassent un petit quelque chose que, mon Dieu, qu'il aurait pu faire avant. Puis que dans le bloc, on l'avait poussé, puis qu'on n'arrête pas de le pousser pour qu'il y ait l'enquête, puis tout ça. Puis que, en tout cas, c'est des longues discussions que Monique Posé a eues en chambre. À chaque fois qu'il y avait du temps de parole, elle le ramène tout le temps à la Chambre des communes. Donc, voilà. Je suis consciente que plusieurs personnes vont être affectées par la construction prochaine d'une voie de contournement ferroviaire. Quarantaine de propriétaires fonciers. Ça, je vais le noter. Oui, il y a 33 producteurs agricoles et forestiers, puis il y a 7 autres producteurs, 7 autres propriétaires. Mais les propriétaires fonciers les plus importants, c'est les agriculteurs et les forestiers. C'est pas mal ce que le portrait que je vois autour de la table. Donc, pour répondre à la question qui porte sur les producteurs agricoles, je sais déjà que l'UPA de l'Estrie a déjà entrepris des démarches pour une négociation collective selon les modèles d'entente cadre qu'elle a souvent réalisés avec des promoteurs de transport d'énergie, souvent avec Hydro-Québec. Je veux savoir où s'en est. Est-ce qu'il y a des démarches? C'est ça, c'est-à-dire que moi, je suis sur le comité de négociation avec l'UPA Estrie, et les discussions vont bien, c'est-à-dire le dialogue est instauré, sauf que les délais ne sont jamais respectés. Actuellement, là, il y a rien que les travaux géotechniques ont eu 6 mois de retard. Les sondages de terrain, l'identification des milieux humides, il y a eu 6 mois de retard. Actuellement, l'évaluation devrait être faite, l'appontage devrait être fait, et les propriétaires auraient dû recevoir déjà des offres pour leur terrain. Il n'y a rien de ça qui est complété. L'évaluation n'est pas complétée, l'appontage n'est pas complété. Donc, on se retrouve toujours avec des délais. Et pendant ce temps-là, les gens là, qui sont touchés, là, ben, ils veulent des réponses, mais on n'est pas capable de leur en donner des réponses. Non, vous vivez dans une incertitude. C'est ça. Le gouvernement ne fait rien pour vous en sortir. Voilà. Puis En septembre, on devrait avoir 2 rencontres de négociation. Donc, elles n'ont pas lieu parce que les travaux ne sont pas complétés. Et donc, mais comment est-ce qu'ils excusent le retard dans les travaux? Puis le retard dans l'appontage, c'est quoi la raison d'excuse pour... Nous, ce qu'on a, c'est que les travaux ne sont pas complétés. C'est les renseignements qu'on a. Et on leur a proposé, en négociation, ils ont dit oui à peu près à tout, mais sauf qu'il n'y a rien d'écrit, là. L'entente écrite, comme ce qu'on a avec Hydro-Québec, ce qu'on a avec Ultramar, ce qu'on a eu avec les éoliennes, il n'y a rien de ça qui est fait. Et c'est pas simple parce que il y a beaucoup de monde impliqué. C'est Services d'approvisionnement, Transport Canada, la compagnie de chemin de fer, puis Transport Québec. Et puis probablement qu'il va y avoir une explosion des coûts. Puis, on en est là. Donc, non, mais pour l'explosion des goûts, c'est... Bon, c'est-à-dire... des coûts. Des coups. J'ai compris des goûts. J'ai compris des goûts. Ça, t'as eu. Ouais, non, ça... Et on a annoncé, on a eu une nouvelle réconfortante cet été, c'est-à-dire que le ministre a enfin compris que le triage devait se faire à un endroit sécuritaire, dans le parc industriel. Et là, il y a une voie... Dans le parc industriel, le parc est desservi par une voie ferrée. Nous, ce qu'on préconise, là, c'est qu'on arrête ça là, on ne traverse pas la chaudière, on ne dynamite pas la montagne qui est de l'autre côté, on emprunte la voie actuelle, on éviterait le centre-ville. Le fait que le triage se fasse au parc industriel éliminerait tout danger qu'un train fou parte encore une fois. Et, fait que vous conserveriez la voie actuelle? La voie qui part du parc industriel puis qui traverse, qui s'en va vers les États-Unis. Parce qu'on éviterait le centre-ville. Actuellement, le problème, c'est le centre-ville puis le train qui circule à 10 km/h. Mais, tout à fait. Une fois le triage fait, il n'y a plus de danger pratiquement. Parce que la cause de la tragédie, on la connaît. C'est plus problématique tout en bas, là. Oui, c'est là qu'il y a un problème agricole. Il va y avoir des gros impacts. C'est impact en bas.
Parce que là, c'est... Il y a une tranchée de montagne qui doit se creuser dans la montagne. C'est à la tranchée. Imaginez, Ah oui, c'est tranchée de montagne. 30 mètres de creux par... Par probablement 125-150 mètres de large. Ça coûterait de belles tiers de que ça Des figures. Puis les coups aussi, c'est ça. Ils ont juste fait exprès pour que le rapport du BAP arrive après l'élection. Ben là, il doit avoir sorti. Il peut sortir, oui. Ben, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il était fait, mais il n'était pas encore présenté. Oui, il peut présenter, oui, au début de Ils l'ont l'année. déposé, là. Ouais. Bon, en Fait tout qu'ils vous cas, mettent encore dans l'attente. on va aller à la deuxième question. Je vous demanderai à Serge aussi. Juste savoir, en tant que député, vos attentes par rapport à ça, pour... C'est-à-dire que c'est des pressions auprès du ministre pour que ça bouge. Ben, c'est ce qu'on fait, puis c'est ce qu'on va continuer de faire. Et d'examiner un nouveau... Ça, c'est sûr que plus qu'on est de députés, plus qu'on va avoir de temps de parole en chambre, puis plus qu'on va pouvoir mettre de la pression. Ça c'est une assurance qu'on a. Puis c'est toujours un dossier qui a été très défendu à chaque semaine par le Bloc québécois. Donc, nous aussi, qu'on s'engage, c'est à continuer dans ce sens-là, puis à être à l'écoute aussi de vos besoins, puis que quand vous avez des apartés comme ça avec vous, que vous soyez capable de venir vers nous, puis qu'on voit ce que nous autres... Non, mais moi, c'est ce que je veux. Pour les députés, ça aussi. Ça va bien que les députés s'est appuyé. Oui. On va aller à la deuxième question. Tu vois, parce que... Comment votre parti entend-il compenser les producteurs agricoles et forestiers pour les biens et services environnementaux fournis au bénéfice de toute la population dans un contexte où les produits importés concurrents, souvent moins chers, ne respectent pas les mêmes normes? Par exemple, la dimension, là, la réciprocité des normes, là, puis tout ça. Là. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je suis pour les produits locaux d'abord, là. Nous autres, au Bloc, on est pour la souveraineté alimentaire du Québec. Mais moi, je le voyais plutôt dans l'enjeu des indemnisations que vous avez toujours pas reçues en tant que producteur de lait, de fromage, de volaille, d'œufs, puis aussi ce qui a été... que les apartés de Trudeau avec la Chine a créé pour les producteurs de porc. Il y a eu de l'argent qui vous a été promis. L'argent n'a toujours pas été livré. Vous attendez toujours après votre chèque. Puis ça, c'est non explicable. Je veux dire, ils vous font niaiser, puis ça ne devrait pas être le cas. Sinon, pour ce qui est de... Le Bloc demande qu'un programme de soutien aux producteurs de porc, justement, c'est ce que j'allais dire. Travaillera aussi à faciliter la relève agricole, entre autres en modifiant les règles d'exemption des gains des capitales pour qu'elles ne défavorisent pas le transfert d'une entreprise agricole à la relève familiale au profit d'un tiers. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que si vous voulez léguer la ferme puis à vos enfants, que vous ne soyez pas contraints d'avoir le choix entre un étranger puis votre famille. Travailler pour la relève, tu veux dire, là, pour aider que ce que les fermes se transfèrent et non se démanteler puis vendre à des intégrateurs. Oui. Ça, il y a du travail à faire là-dessus aussi, là, pour améliorer ça, parce qu'on sait bien qu'on n'est pas éternel, puis à un moment donné, ça prend de la relève, puis c'est ça. Il faut travailler fort là-dessus. Puis, oui. Parce qu'on sait qu'au Québec, il y a gros des intégrateurs, et puis même on se fait appliquer par d'autres. Oui, mais j'ai une amie qui a été confrontée à ça. Une fois, elle a perdu ses deux parents un à la suite de l'autre. C'était dans le port. Elle était à Saint-Fred, en Beauce. Puis, elle a dû quitter ses emplois, tout ça, pour prendre la relève, pour que ça reste dans la famille. Son frère avait la ferme à côté. Donc, moi, je ne le suis pas, mais j'en ai dans mon entourage des agriculteurs. Il faut être passionné pour avoir l'agriculture. C'est une passion, puis des fois, comme on dit, si on ne peut pas la transmettre tiens ça à bout de bas présentement avec son conjoint. Oui. Ça. Si on ne peut pas transmettre la passion à nos enfants, parce que des fois, on est trop imposé sur certaines choses, puis tout, là, ça ne peut pas... en tout cas, c'est pas si nous peuvent élaborer, continuer ce que je veux dire. Mais l'enjeu, monsieur, je comprends très bien. Là, je comprends que vous avez des coûts qui aident à l'environnement global. C'est ça. Puis c'est tout vous qui les assumez. Il y a des pays dans le monde où, même les États-Unis, l'État de New York, par exemple, la ville de New York, paie des producteurs agricoles dans les Catskills, dans le nord de l'État,
pour qu'ils pratiquent une agriculture qui va protéger l'eau. Mais New York n'est pas obligé de traiter son eau. Elle sauve 3-4 milliards par année en traitement d'eau, mais elle compense pour quelques centaines de millions les producteurs. Donc, c'est payant pour la ville, c'est payant pour les producteurs. Ah oui, c'est un modèle intéressant. Au Danemark, les producteurs reçoivent un chèque en début d'année pour améliorer leurs pratiques agricoles. Ici, ce qu'on a, c'est des réglementations. T'sais, moi, j'aime mieux la carotte que le bâton. Donnez-nous des carottes, puis à défaut, ben, si la carotte, on ne la mange pas, on aura plus de bâton. Mais au départ, donnez-nous des carottes. Non, mais l'exemple du Danemark, ça tombe pile poil dans la façon de penser du Bloc québécois. Nous autres, ce qu'on veut, c'est donner l'argent à la province d'un chèque dont on vous donne l'argent que vous avez de besoin. Puis après ça, on vous laisse gérer. Puisqu'on pense que la province est autonome aussi pour gérer son Parce emploi, beaucoup en quand on parle de autonomie. ça, on a l'air à devenir d'une autre planète, mais ça se fait en masse. La Suisse, par exemple, pour protéger les pâturages, les paysages suisses, ils paient les producteurs. Ouais. Donc, pour envoyer les animaux au champ, par exemple, pour que les touristes voient des animaux dans le champ, les producteurs sont payés. Fait qu'on vous demande beaucoup, mais on vous redonne pas beaucoup. C'est ça. Ça pénalise du terrain, ça pénalise... Tu sais, pour améliorer le bilan carbone, par exemple, là, des producteurs, ils pourraient être rétribués pour ça. Oui, mais là, je veux dire, on parle de pesticides, on parle d'agriculture. Premièrement, au Québec, les gaz à effet de serre en provenance d'agriculture, c'est 8 %. Mais on dit que c'est 30 parce que dans l'Ouest, on est... C'est ça. Okay. Non. La dernière partie de sa question était justement au niveau là, des normes des produits qu'on importe. Ici, au Québec, on est soumis à des normes, des normes très hautes. Oui. Alors qu'on importe des produits avec des normes qui n'ont rien à voir avec ce que c'est. Ah, ça, je sais, on le constate à l'épicerie. Ça, on n'a pas besoin de... C'est quoi la position là-dessus? J'ai pas le temps de répondre, mais j'ai un ami agriculteur qui se bat toujours contre les mousseuses de framboise Driscoll, puis tous les autres produits que... Puis en plus, ils ont le culot de marquer fait Québec dessus, tant que c'est pas du tout le cas. C'est ça. Le temps que ça a pris pour identifier nos produits. Ça a pris des années avant qu'on puisse mettre le logo Aliments Québec. Et là, ben, on va être habitué, ils vont le changer. Ça fait plusieurs années qu'on donne la traçabilité pour tous les produits. Ben oui. Oui. C'est importe, etc. Puis regarde, on l'a pas encore. Ne serait-ce au moins le produit du pays d'origine. Ça sont même plus Aliments Québec. Il y aura des couleurs. Non, mais ça, je suis entièrement pour ça. Nous, on fait la promotion de l'alimentation locale. Personnellement, je la fais, je consomme le plus possible localement. Puis, oui, fait à Québec, mais pour de vrai, là, pas les faux, la fausse représentation. Puis c'est quelque chose que j'applique dans ma vie quotidiennement. Puis je vois aussi les répercussions que ça a chez mes amis qui sont agriculteurs. Donc, sans être agricultrice, puis en étant universitaire, j'ai quand même mes réseaux aussi, qui sont pas juste en Beauce, j'en ai aussi en Port-Neuf. Fait que... merci beaucoup, madame. Merci. Bonjour, madame Charret. Vous allez bien? Oui. Bienvenue à la table de l'agriculture et foresterie. Oui. La question que nous vous porterons sur les thèmes suivants: la voie contournement, la rétribution des services écologiques. Et on a 15 minutes. On va débuter tout de suite à la première question avec M. Roy qui va poser la première question. Vous savez que le tracé de la voie de contournement a été annoncé, je pense, le 11 mai 2018. On est en octobre 2019 et je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est fait, même si on négocie avec le gouvernement fédéral, avec Service Approvisionnement Canada, Transport Canada. C'est-à-dire, c'est des gens de bonne volonté, mais les dossiers n'avancent pas. C'est-à-dire, actuellement, les retards s'accumulent, et les propriétaires, eux, qui sont touchés par la voie de tracé, ils ont hâte d'avoir des réponses. Et on est probablement 9 à 10 mois en retard sur l'échéancier prévu. Et on a remis 2 rencontres de négociation en septembre et octobre parce que les données de l'arpentage et des évaluateurs ne sont pas encore sorties. Donc, si vous êtes élu, comment comptez-vous assurer que les producteurs agricoles et forestiers qui sont touchés par le tracé ne soient pas des victimes supplémentaires de la tragédie?
ça m'étonnerait qu'ils en soient, là. Je comprends que ça prend du temps, mais là, il y a eu le processus, là, le BAP, Oui. c'est ça. Ça a eu lieu, là. Donc, je pense que ce qu'on attend, c'est les résultats de ça, que pas le patron, mais le président émette son rapport. Ça c'est la prochaine étape. Il devait sortir la semaine dernière. Ah, OK. Là, ça, je sais pas. Bon, après ça, j'espère que ça... J'imagine que ça va s'accentuer. Nous, on va supporter les gens puis les aider à avoir la meilleure valeur pour leur propriété. Ça va de soi. Ça semble pas si évident que on négocie. Moi, je suis du comité de négociation là, avec l'Union des producteurs agricoles et je vous dirais qu'on se base beaucoup sur la loi sur l'expropriation. Donc, c'est comme si c'était une route qu'on construisait où on semble oublier que... Et même sur le tracé, là, il y a des gens qui ont perdu des proches. Là. Fait que... il y a quand même eu 47 victimes. Là, pour une ville comme Lac-Mégantic, c'est énorme. Ah oui, ça j'en conviens. Ça, j'en conviens. Mais le fait d'avoir eu des proches, je ne sais pas quel impact ça peut avoir sur la valeur de la propriété. Et honnêtement, je sais que c'est malheureux, mais je pense pas que les gouvernements vont être sensibles à ça, honnêtement, là. Je vous parle bien honnêtement, moi, là, parce que j'ai jamais été députée. Puis, probablement que ça n'arrivera pas cette année non plus, là, mais c'est pas grave. L'idée, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'étais pour la voie de contournement, par exemple, ça, puis depuis le début. Au vert, ce qu'on trouve important, c'est que le transport ferroviaire revienne en force. Revienne en force, peut-être pas partout, mais c'est sûr que nous, on va miser là-dessus. On veut qu'il y ait des trains électriques maintenant. Puis maintenant qu'on a éliminé le triage, on ne l'a pas éliminé, là, mais on a annoncé que le triage serait concentré dans le parc industriel de la Mégantic. Oui. Donc, on élimine la cause de tragédie. Un train stationné en pente à Nantes. Oui. Bon, ça a causé ce que vous savez. Oui, je sais. Ce risque-là est éliminé si on fait le triage dans le parc industriel. Oui. Il y a une voie ferrée qui part du parc industriel et qui emprunte le tracé actuel vers les États-Unis. Oui. C'est sûr. Pourquoi est-ce qu'on fait un pont sur la Chaudière, qu'on dynamite la montagne de l'autre côté, au lieu d'emprunter cette voie-là? Ouais, ça, on en a parlé. Moi, je suis conseillère municipale, puis Peter Manning, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le maire de Pio. Il y a de Piopolis. Moi, je dis Pio. Il a participé au truc du BAP, puis il semblerait que c'est un projet un peu spécial, que ça va aller creux, ça va passer en dessous de la montagne. Je peux pas vous répondre. On va dynamiter, là, parce que je comprends. ne peut pas avoir plus que 4 degrés de pente. Oh, bien ça, on sait pourquoi. Hein? Ouais. Et donc, vous comprendrez qu'il y a des tranchées qui vont se creuser, une tranchée qui va se creuser dans ce montagne-là de plus de 30 mètres. C'est ça. Vous comprendrez que de dynamiter une montagne comme ça, sur le plan environnemental, là, rien qu'en perte d'eau, là, on n'a pas idée. En tout cas, il y a probablement des puits qui vont se perdre. Là. Ben, OK. Là, je comprends un peu plus vos choses. C'est sûr que les Verts vont supporter là-dedans. Parce que les Verts, c'est ça qu'ils défendent, là. Ils défendent le territoire, ils défendent la perte d'eau, puis ils vont faire en sorte, en tout cas, vous semblez bien mieux comprendre le projet que les gens du gouvernement actuel. Ben, je les blâme pas, là, c'est des fonctionnaires, là, c'est pas des élus, là. Non, mais c'est vrai, parce que là, écoute, d'après ce que vous me dites, mais c'est sûr que ça, c'est dans nos préoccupations, par exemple. Là, vous nous rejoignez. On veut faire des choses qui vont pas détruire l'environnement. On va essayer de respecter, puis de respecter les gens qui y vivent aussi. S'il y a des pertes d'eau, c'est sûr qu'on on va tout faire pour empêcher ça. Dans ce sens-là, on va travailler de ce sens-là. Ça, c'est sûr, mais... À part ça, nous, on croit quand même. Ce que je voulais vous dire que je trouvais important, c'est qu'on croit au transport ferroviaire, par exemple. Tu sais, je veux pas... On trouve ça important, puis il faut qu'il y ait moins de camions, puis qu'il y ait plus de... Ils mettront la voie où qu'ils voudront s'ils ne changent pas leur façon d'inspecter, s'ils ne changent pas leur réglementation, puis qu'ils les laissent faire n'importe quoi une fois que la voie est faite. C'est sûr. Oui, il n'y a plus le danger du train fou qui part d'en haut d'une côte. Mais il va arriver si tous les opérateurs de train, puis les boss, surtout les boss des opérateurs de train, peuvent tout faire à leur tête, puis il n'y a pas de petite police ou d'inspecteur qui y va régulièrement, ça sert à rien. Quand l'inspecteur a comme une note de service de ne pas arrêter les trains, c'est ça. Bon, ben, il
il a beau, tu sais. Ben là, ce qu'ils ont découvert, là, je pense que c'est M. Bellefleur là, qui a trouvé une autre voie qui était très abîmée aussi. C'est un peu de ça dont vous parlez. Ça, on est au courant de ça. Et ça se fait au gouvernement. Tu peux faire des lois, des règlements pour forcer les compagnies à agir autrement. Après ça, c'est des faits appliqués. Ah ben oui, c'est partout, hein? Ouais. Parce que ces règles-là existaient quand la Au municipal, c'est la même chose. Tu fais des règlements, mais tu n'es pas capable de les appliquer, tu n'as pas de police. Tu n'as rien. Fait que ça, c'est difficile. Mais en tout cas, on va au moins faire les règlements pour que les choses changent. Oui, ça, c'est sûr. Pardon? Merci. Non, il y a une autre question. On va aller à la deuxième question. Vous me demandez à Serge de... Ah oui, celle-là. Comment votre parti entend-il compenser les producteurs agricoles et forestiers pour les biens et services environnementaux fournis au bénéfice de toute la population dans un contexte où les produits importés concurrents, souvent moins chers, ne respectent pas les mêmes normes? Bien, c'est sûr que nous, on va favoriser l'agriculture biologique, l'agriculture qui se fait ici. On va favoriser le fait que les gens achètent des produits d'ici, donc le marché local. Vous savez que je ne sais pas quel type de ferme vous avez, mais il y a quand même maintenant des fermes industrielles. Et ça, c'est un gros problème pour l'environnement. Je pense pas que vous ayez ce type de ferme-là, là, industrielle. Ben, je sais pas. C'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est grand. C'est grand. C'est grand comment? Ben, ils disent plus, je vais vous lire un peu mon truc, là. L'agriculture est passée de fermes familiales. Moi, à Bio, c'est encore des fermes familiales. Là. Je connais Bruno Grenier, puis ça va, là, ça. À des systèmes à des systèmes de production industrielle, récolte en monoculture, exploitation d'élevage intensif appuyé sur l'apport de pesticides, de médicaments, de semences génétiquement modifiées. Les récoltes et le bétail sont produits à des fins de quantité et d'exportation et non pour leur qualité et leur valeur nutritive. Je pense que c'est un peu ça. Vous êtes plus en Montérégie que... Oui, je pense, hein? Oui. Bon, ben c'est ça. Bon, ben, puis même, d'abord, Montérégie m'aimerait pas, là. Puis il y a quand même des gouvernements qui ont soutenu ça, là. Mais nous, on ne soutiendra plus ça parce que ça cause beaucoup de problèmes à la santé. Ça devient aussi une source majeure de dégradation des sols. Et l'agriculture peut être une source de pollution, hein, ça, vous le savez, puis je ne parle pas de la vôtre. Mais vous savez une chose, hein? La globalisation des marchés entraîne la globalisation des procédés. Ben oui, c'est ça. Je sais ça. Bon, on est là-dedans, là. Oui. Mais il faut revenir. Puis même, ça peut s'empirer parce que là, on négocie avec le Mercosur. Brésil, Argentine, Chili. Oui. Vous savez, c'est pas les pays qui ont les meilleures pratiques agricoles au monde. Non, je pense pas, non. On en rajoute une couche, là. Oui. Mais lorsqu'on parle de compenser les producteurs... On va les aider à passer au biologique, à pouvoir... je vais vous le dire tantôt, il y avait une chose que... À l'échelle mondiale, ça produit du gaz à effet de serre, il y a trop de pesticides, ça va, ça. Bon, voilà. On veut proposer finalement une transition qui va restructurer les marchés alimentaires pour assurer aux familles d'agriculteurs une part plus équitable des revenus tirés des marchés de détail. Ce qu'on veut faire, 5 minutes, en masse. Ce qu'on veut faire, ce qu'on propose, là, puis le mot fait peur, on propose de décroître, d'arrêter de croître à l'infini. On n'arrête pas de croître. On grandit, on augmente, on négocie avec le Pérou. Il faut décroître puis revenir à un régime peut-être plus simple et plus près des gens. Le gouvernement vert va améliorer la politique alimentaire canadienne. Il va soutenir, la transition pour les agriculteurs, passant de systèmes de production conventionnels à la culture biologique et régénératrice, créer des normes pour les distances de transport imposées aux animaux et pour les conditions dans les abattoirs et les ventes aux enchères. Je ne suis pas agricultrice, là. Moi, là, je vous dis ce qui est écrit dans... Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai, ça? Qu'il y a des animaux qui sont envoyés trop loin? Moi, ça m'a comme étonné. Mais peut-être pas vous autres. Ils font des 72 heures. Il n'y a plus d'abattoir. Ben, c'est ça. Il n'y a plus d'abattoir. C'est ça. 72 heures, si ça embrouille. Ben, c'est ça. Ben, c'est exactement ça. Bon, ben, vous le confirmez. On va investir 2,5 millions. Là, ça, c'est des chiffres.
Je suis pas ici pour vous faire des promesses, là, mais je vous dis les chiffres qu'on avance. Dans un programme de fiducie foncière et d'achat de quotas et d'apprentissage en contexte agricole pour favoriser l'agriculture locale à petite échelle et aider de jeunes agriculteurs et agricultrices à se lancer. Ça aussi, c'est un problème. C'est dur d'acheter une ferme. Fait qu'on voudrait vraiment favoriser ça, favoriser les jeunes aussi, pour qu'ils puissent partir en agriculture. Moi, à Piopolis, je sais pas si vous connaissez Bruno Grenier. Ben, il y a quoi, 35 vaches? Puis bon, il vient faire les foins, puis c'est parfait, mais je pense qu'il s'en sert assez bien. Effectivement, je ne sais pas s'il va pouvoir la léguer, par exemple. Mais je pense que c'est possible, une agriculture comme ça, une agriculture à hauteur d'homme, tu sais. Lui, c'est parce qu'il est producteur biologique, il a le prix actuellement de la niche biologique. Le jour où tout le monde est biologique. Il n'y a plus de niche. Il n'y a plus de niche. Et le biologique devient conventionnel. Ouais. Puis là, avec le prix du conventionnel. Donc, il va crever avec ses 35 vaches. Lui, ce qui peut lui arriver de mieux, là, c'est de rester tout seul dans sa niche ou à peu près, pour vendre son lait à un prix beaucoup supérieur aux autres. Mais est-ce que ça doit lui demander des investissements pour être biologique, par exemple? Il y a des normes, sûrement. Il y a 3 ans de transition. Des normes? Non. Trois ans? Il y a 3 ans de Je ne transition. savais pas qu'il était biologique. Pendant 3 ans, il y a le prix du conventionnel. Et la 4e année, s'il a sa certification, il devient biologique. C'est sur la nourriture qu'il donne aux animaux, j'imagine, oui, beaucoup. Ah, Puis, tu sais, ne serait-ce, moi, je comprends le parti vert que eux, c'est le bio. Mais il y a vraiment une zone entre les deux. Là. Entre l'industriel et le bio, il y a juste des bonnes pratiques. T'as raison, oui. Tu sais, une zone de bonnes pratiques. Switcher au bio, nous autres, on ne l'est pas et on ne le sera pas chez nous. Non. Je ne le serai pas parce que je ne paierai pas pour une norme. J'aime bien mieux parler avec le monde et leur dire voici ma manière de produire. Oui, ça n'arrête pas. On paye pour poser une question. Qu'est-ce que vous pensez du Roundup, vous autres? Est-ce que vous en utilisez? Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est dangereux, que ça peut rendre malade. Je ne sais pas. La question ne se pose pas. Vous n'avez pas le choix d'en utiliser? Non, on n'utilise pas. Mais non. Mais combien? C'est correct. Si tu veux je vous faire, écoute. Ça marche. Si tu veux du grain, puis tu veux que ça fonctionne, il faut que tu en mettes. Tu n'as pas le choix. Autrement que ça, tu n'auras pas de rendement, et puis tu es mieux de pas... Tu ne vas pas survivre. Une minute. Mais combien de personnes, de citadins utilisent aussi du Roundup? Oui, tout à fait. Malheureusement, ils ne sont jamais pointés du doigt. C'est jamais eux autres qui ont les problèmes. C'est tout un des agriculteurs. C'est pas pour une vie, là. Moi, j'ai du Roundup, malheureusement, je n'utilise pas, parce que j'ai demeure sur le bord du lac Saint-François. C'est une bonne pratique, ça? J'ai plein de... Il dit malheureusement, j'en utilise pas. Mais ça y amène d'autres défis. Mais je parle du rendement, par exemple. Oui, ça, c'est... Je comprends. Mais il n'y a personne qui me paye pour ça, moi. Voilà. Sans rendement, vous n'êtes pas capable d'arriver, c'est ça. Faut nous dire. Je comprends très bien ce que vous dites. Il faut que je cultive encore plus grand pour pouvoir avoir le même volume que c'est ça. Mais c'est vrai que près d'un cours d'eau, quand même, il faut pas... Non, mais même par rapport au suivi, avec les clubs agro-environnementaux dont je suis membre, on est assez suivi par rapport aux doses qu'on appelait autant la fertilisation que pour les autres produits. Moi, la population n'a pas raison d'être inquiète par rapport à ça. On est suivi comme des chats qui guettent une souris. Les gars, c'est épouvantable. Moi, j'ai plein de citoyens là, sur le bord du lac, là, une heure qui m'a dit Serge, tu le sais, hein? Tu es sur le bord du lac, hein? Vous êtes bien vu. Je pense que hein? tu le sais. Je dis oui, je le sais. Vous êtes bien vu, mais vous êtes très bien, vous êtes bien suivi aussi par les autres. J'ai un ancien ministre de l'Environnement comme client, là, parce qu'on fait du déneigement aussi l'hiver. Tout le monde nous watch. Tout le monde nous watch. Mais c'est ça, là. Puis la personne qui en a chez eux. Il y a personne moi, qui me paye pour ça. Moi aussi, je suis un conventionnel, là. Puis c'est ça. C'est beau d'exiger des banques. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider, d'abord? Pour rétribution, Monsieur Roy, il y a une belle explication de ça. Rétribution écologique, là, je pense qu'on serait gagnant par rapport à ça. Voilà. Ben là, c'est le restez ici, moi, là. L'exemple, la ville de New York, par exemple, oui. Pour ne pas traiter son eau, paie les agriculteurs des Monts-Cassieux dans le nord de l'État pour modifier leurs pratiques
Et ces producteurs-là font autant d'argent, même plus d'argent. Parce que la ville les La aide. ville leur OK, donne c'est une bonne idée. qu'avec la ouais. Je comprends très bien. Le Danemark, les producteurs qui s'engagent reçoivent un chèque en début d'année. Les producteurs suisses, pour envoyer leurs vaches, C'est ça la sont payés. rétribution. Ah, bon, C'est ça la rétribution des biens Prendre et ça en services note. environnementaux. C'est bien, ça. Si on améliore notre bilan carbone, personne ne nous paye pour ça. Hein? Non. Actuellement, on vit le principe là, des gels, des superficies en culture. On n'a pas le droit d'augmenter nos superficies à cause de la qualité de l'eau par avant. Mais dans une région comme ici, là, c'est périmé. Oui. Ça marche. Oui, mais Sonia, là, moi, j'ai bien des choses à apprendre. Là.